Mesdames et messieurs, en tant que maire de Coury, je voudrais simplement vous accueillir pour cette conférence organisée par l'association Les Amis de la Chapelle. Je passe la parole à la présidente. Bonjour. Bonjour. Salut. Bienvenue au club de Spéléo de Wikidata. Bonjour tout le monde. Bonjour, entrez. Bienvenue à tous. Je m'appelle Sylvia Dubois, donc je suis la présidente de l'association des Amis de la Chapelle Saint-Sébastien de Coury. Et nous avons prévu cette conférence au mois d'octobre en principe. Et Michel n'était pas disponible, donc on l'a reporté pour aujourd'hui. Et bienvenue à tout le monde. Nous allons donc avoir à peu près 1 heure de conférence, Michel, c'est ça? Une partie avec questions-réponses. Et ensuite, vous pourrez profiter des gâteaux fabriqués par les bénévoles. Et Cathy de l'épicerie de Coury nous a préparé aussi des boissons chaudes. Et de l'autre côté, vous pourrez venir voir notre stand de l'association. Donc, nous avons créé une petite boutique avec des objets que nous vendons pour la restauration, pour participer à la restauration et la mise en valeur du patrimoine de la chapelle et du site. Et donc, vous pouvez aussi adhérer à l'association sur notre stand après la conférence. Donc, bon après-midi à tous. J'en profite pour vous dire que nous avons eu des demandes de personnes qui... Oui. Attention Michel, parce que j'ai peur pour votre santé. Donc, nous avons eu des demandes pour enregistrer la séance parce qu'il y a des personnes qui étaient extrêmement intéressées, mais qui habitent loin. Donc, c'est pour ça que ton prénom, c'est Dorian. Dorian va enregistrer la séance et va faire un montage. On ne sait pas encore par quel moyen. Ce sera probablement publié. Donc, on vous tiendra au courant par nos réseaux sociaux. Donc, je me présente, si vous voulez, Michel Viennin, géologue, spéléologue aussi au passage. Et je suis de Vézénobre, donc c'est pas très très loin, c'est à 30 km. Et donc, ça va, j'essaye de parler dans le micro. J'ai l'habitude de parler fort parce qu'avec des étudiants sur le terrain, il faut toujours parler fort, les micros ça ne marche pas. Voilà. Donc le thème de l'après-midi, c'est 500 millions d'années d'histoire de Coury. Et pourquoi 500 millions d'années, vous allez dire? 500 millions d'années, c'est d'abord à peu près ce qu'on appelle le phanérozoïque chez les géologues, c'est-à-dire le temps depuis lequel on a des fossiles en quantité suffisante et de qualité suffisante pour avoir une idée de l'évolution de la vie. C'est très très schématique. Le début de ce qu'on appelle traditionnellement l'ère primaire, c'est 540 millions d'années, donc c'est de l'ordre de grandeur. Alors ici, nous allons faire un petit résumé rapide de la première partie, c'est-à-dire, je dirais, des 490 premiers millions d'années qui ne nous intéressent que d'un peu loin. Et puis, nous nous appesantirons davantage sur les 10 derniers. Et puis, on essayera de répondre aux questions que vous pourrez avoir par la suite. Bon, histoire de se mettre dans le coup, on va commencer par la carte géologique de la France. Alors, on se met dans le coup en commençant par la carte géologique de la France. Donc, je vais vous montrer à peu près. Nous sommes... Vous voyez le bout de ma lunette qui est ici. Voilà à peu près où nous sommes. Donc nous sommes à la limite entre le Massif central, vous le savez, et puis ce qu'on appelle le bassin du Sud-Est, donc qui ici commence par les Grasses de Gare-Ardèche. Globalement, en France, on a 3 parties en géologie. On a des montagnes avec beaucoup de terrains anciens que vous voyez
en Bretagne, Massif central, Vosges, une partie des Alpes et des Pyrénées et la Corse. On a des bassins de l'ère secondaire et puis on a vraiment des bassins tout plats, tout profonds de l'ère tertiaire. Ici, nous sommes à la limite donc, entre ce qu'on appelle le Massif central, donc les terrains très anciens, et les terrains de l'ère secondaire, mais nous allons en parler un petit peu plus précisément. Alors, je vous disais que 500 millions d'années, ça faisait le début de ce qu'on appelle traditionnellement l'ère primaire, qu'on appelle aujourd'hui le paléozoïque, c'est-à-dire la vie ancienne. Et voilà à peu près la carte de France. Vous la voyez? Ça va, vous arrivez à la voir. Donc, à cette époque, ce que nous avons... Alors, c'est pas très malin comme couleur, mais j'y suis pour rien. En blanc, ce sont des régions où il y a la mer, où il y a des dépôts. En vert, ce sont des régions occupées par des continentales, les vestiges d'une chaîne ancienne, qu'on appelle la chaîne académienne, qui est plus ancienne que l'ère primaire, qui s'est formée vers 650 millions d'années à peu près. Donc, il y avait déjà 100 millions d'années à cette époque-là. Nous en avons quelques traces dans la région. Donc là, je passe un peu rapidement. Tout ce qui s'est déposé à cette époque-là, ce sont des sables, des argiles. Et puis, on commence à avoir des fossiles. Et donc, pour mémoire, les fossiles les plus connus de l'ère primaire, c'est les trilobites. Les trilobites, si vous voulez, c'est intermédiaire entre une écrevisse et un cloporte, mais en beaucoup plus gros. Voilà. Alors, ce sont des crustacés et des crustacés marins. Donc, vous reconnaissez facilement le corps comme vous l'avez à l'arrière d'une écrevisse ou d'une langouste. Donc, c'était... parmi les composants principaux, en tous les cas ceux marchant sur le fond, à cette époque-là, il y a 500 millions d'années. Et ce que l'on trouve parfois aussi, ce sont les traces de ces animaux qui marchaient sur le fond. Donc, c'est des animaux qui rampaient, on trouve la trace du ventre qui marchait, qui frottait le fond. D'accord, vous voyez, le genre de traces, c'est pas toujours très facile à interpréter. Donc nous allons nous rapprocher, l'Orthovicien, 50 millions d'années plus tard. Le futur plateau central, une partie de la Bretagne, les massifs montagneux sont continentaux, la mer partout ailleurs. Donc ici, nous sommes toujours dans la mer. Nous avons à la même époque des nautiles et des ammonites qu'on appelle des goniatites, avec des cloisons, c'est-à-dire ces petites plaques intermédiaires qui délimitent des cellules dans la coquille, qui sont relativement simples mais anguleuses. Et donc là, on en a une en coupe qui montre bien comment ces animaux étaient. Ils ressemblaient globalement aux nautiles actuels, c'est-à-dire que l'on a une coquille d'escargot enroulée dans un même plan, et non pas en cône ou en boule, et puis des bras, comme les bras d'une sèche ou d'un encorné. Alors, dans les nautiles actuels, vous avez 40 bras relativement courts qui sortent de la bouche de l'escargot, entre guillemets. Donc, on ne sait absolument pas combien il y en avait à cette époque, mais qu'il y en ait eu 12, 30, 40 ou 70, peu importe le principe de l'animal, la bouche était à la sortie, entourée de bras type tête d'encorné. Donc ça c'était le groupe qui nageait dans les mers de manière dominante. Alors qu'est-ce qui nous reste dans la région de cette époque? Il nous reste ce qu'on appelle des gneiss œillés. Alors les gneiss, ce sont des roches, là vous en avez un échantillon agrandi, qui ressemblent au granit par leur composition chimique, c'est-à-dire qui contiennent des feldspaths. Les feldspaths, ce sont des aluminosilicates, à côté de l'aluminium, du silicium, et puis du potassium, du sodium éventuellement, du calcium. Ça comporte des micas. Ici, les micas sont des micas noirs, ce sont eux qui forment les traînées noires entre les yeux de feldspath, et puis des petits cristaux de quartz, pas très bien cristallisés.
on trouve ce genre de gneiss qui sont d'anciens granites qui ont resubi une pression violente, qui ont été écrasés, partiellement fondus, jusqu'à devenir feuilletés, ici à partir du Serre de Bade, donc la région de Braïque. Ça, c'est l'échantillon qui vient de la région de Braïque. Donc ça vient exactement entre Braïque et Malon. Voilà, pour les gens qui connaissent le secteur, la Haute-Gagnère. Donc c'est un groupe, on retrouve ça de manière dispersée dans la Césarenque autour d'Aujac, et puis c'est très abondant, toute la montagne vivarese jusqu'au nord de l'Ardèche pratiquement. Alors nous nous rapprochons un petit peu, nous ne sommes plus qu'à 400 millions d'années, vous voyez, on rajeunit. À cette époque-là, vous avez une chaîne de montagnes qui occupe, disons, quand je dis de montagne, une zone émergée qui occupe tout le centre de l'Europe, et puis nous avons des zones maritimes qui alternent avec, et donc nous sommes encore dans une région où il y a des dépôts marins. Dans les Cévennes, les dépôts marins de la première moitié de l'ère primaire, c'est près de 10 km d'épaisseur. Ça fait quand même un morceau. Alors, qu'est-ce qui nous reste à cette époque? Ben voilà, ce sont les micaschistes des Cévennes. Ces micaschistes, à l'origine, c'est essentiellement un mélange d'argile et de sable de quartz, sable fin. Et puis, sous l'effet de la pression et sous l'effet de la température à cause de l'enfouissement, ça a fini par être littéralement recuit, exactement comme une terre cuite, et ça a donné ce genre de roche que nous connaissons bien aujourd'hui, puisque d'ici à Florac, on n'a pratiquement que ça tout le long. Donc ce sont les micaschistes, et au milieu de ces micaschistes, vous apercevez les taches blanches, qui sont ce qu'on appelle des yeux de quartz. Et c'est que dans certaines parties, il y avait un petit peu moins de pression qu'à côté, la silice s'est accumulée, comme l'eau s'accumule dans les endroits où on tord moins fort quand on tord le linge. Voilà, dans les paysages, ça donne de jolis paysages de montagne, parfois déchiquetés. Ça, c'est à Vialas. Donc ce n'est pas très loin tout de même. C'est au-dessus du hameau de Polymie, entre Vialas et la plaine de la Lozère qui est au-dessus. Alors, ces schistes, il leur est arrivé de subir le contre-coup du plissement hercynien. Là, il y a quelqu'un qui les a pris pour un petit boudin. Donc, vous vous dites que ça s'est déposé à plat, que ça a été réellement comprimé, et donc ces compressions qui forment les chaînes de montagne, ça agit sur des couches relativement tendres. N'oubliez pas que c'est un mélange d'argile et de sable à l'origine. Exactement ce qui se passe si vous essayez de refermer une porte d'armoire sur un drap un peu trop grand. Ça bourre. Donc ici, mais ça aussi c'est à côté de Vialas, on a une couche plus quartzeuse, donc plus sableuse, qui correspond certainement à un épisode d'érosion, donc peut-être à une période de tempête sur la surface du continent, dans une partie plus sombre qui était plus argileuse au moment du dépôt. Et puis ensuite, il y a eu le plissement hercynien, donc, dont on a entendu parler, qui est à l'origine du Massif central, entre autres. Nous arrivons au Carbonifère. Le Carbonifère, ben, comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup de mer, sauf une petite branche de mer là-haut entre la France et l'Angleterre. C'est l'ancêtre de la Manche, peut-être. Enfin, ça n'a pas de rapport en réalité. Et nous sommes à la fin du Carbonifère dans une zone de montagne qui est la chaîne hercynienne dont je vous parlais. Cette chaîne est une chaîne comparable en plus large aux Alpes actuelles. C'est une chaîne qui de l'ancien monde part du Maroc, la bordure occidentale du Maroc en fait partie, traverse toute l'Europe avec une partie de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne jusqu'au sud-est, mais qui également s'étend aux États-Unis, parce qu'à l'époque, l'océan Atlantique n'est pas encore ouvert, la dérive des continents n'avait pas écarté l'Amérique de l'Europe, et les Appalaches aux États-Unis font partie de la même chaîne. Donc ça fait quand même un bon morceau. Alors en noir, ce sont les bassins mouillés
Dans les creux de cette chaîne, vous aviez des lacs qui se sont formés, et dans ces lacs se sont déposés du bois, des algues, etc., qui sont devenus la houille que l'on a exploitée. Donc ici, tout près, à Gagnères, ça doit faire du village en ligne droite 1 kilomètre. Voilà, le souvenir du houiller, ce sont les fossiles, bien entendu. Tout le monde connaît les fougères du houiller, on en a entendu parler, on les a vues. Donc celles-là proviennent de la collection de l'école des mines d'Alès. Et à droite, on a un tronc de sigillaires. Les sigillaires, c'est apparenté aux prêles actuelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les queues de cheval. C'est des plantes qui poussent dans un endroit humide, qui ressemblent un petit peu à des entourées d'aiguilles, des tiges souples entourées d'aiguilles. Donc c'est un groupe qui existe encore. C'est après qu'aujourd'hui, ici, quand ça fait 1,50 m, c'est grand. À l'époque, ça faisait 15 mètres. Alors, à la même époque, du magma des profondeurs remonte sous forme de masse relativement importante. C'est ce qu'on appelle des lacolites en géologie. Donc, à peu près à la même époque que la mise en place du charbon. Et on a des granites. Donc ici, on a ce qu'on appelle des granites à dents de cheval. Ces gros cristaux donc, de feldspath qui se sont solidifiés en premier lieu et qui sont bien visibles aujourd'hui. On les voit, Lozère par exemple, on les repère bien, ils sont faciles à voir de loin. Voilà, dans le paysage, ces granites donnent souvent des chaos de blocs. Donc ça, c'est au-dessus du pont de Montvert. Mais vous pouvez en trouver sur le Tanargue, par exemple, aussi. Alors, les granites, ce sont des laves qui n'ont pas coulé en surface et qui se sont refroidies en profondeur. Mais comme il y a eu la contrainte des plaques qui se rapprochaient pour former une chaîne de montagne, ces laves visqueuses se sont injectées dans la moindre fissure qu'elles ont rencontrée, dans la moindre cassure entre les couches. Et là, vous avez une coupe qui a été faite à Bar-les-Cévennes. Et vous voyez en rouge les granites qui se sont injectés dans une faille. Et donc on trouve assez souvent des véritables filons de granit qui traversent la montagne. Voilà, alors à côté des filons de granit, eh bien, on a des filons, ça c'est un filon de quartz. Le granit se mettant en place se dégaze, parce que la lave en profondeur, elle contient de la vapeur d'eau, des gaz carboniques, de la vapeur de silice, et on a la mise en place de filons. Ça c'est un filon de quartz à côté de Villefort. S'il y en a qui connaissent, c'est la chandelette de Villefort. Et donc ce quartz, c'est très dur, il a mieux résisté à l'érosion que les schistes autour, et il reste en relief. Donc aujourd'hui on a un mur, mais ce mur, pour moi, pour un géologue, c'est une source thermominérale fossile. Ça s'est formé à 5000 ou 10 000 mètres de profondeur, c'était de l'eau chargée de silice qui est remontée, qui a entartré la fissure par laquelle elle remontait, qui a remplacé le trou par une roche dure, et puis l'érosion s'est montée à la surface, l'érosion a enlevé les roches tendres autour, et il ne reste que le milieu. Donc, si vous dites que ça, c'est une source thermale fossile, ce n'est pas évident, et pourtant, un filon, c'est une source thermale fossile. Donc, nous en avons beaucoup de toute la bordure cévenole. Celui-là est spectaculaire. Mais... Hop. Nous nous rapprochons un petit peu plus, et nous arrivons au Trias, c'est-à-dire au début de l'ère secondaire. Alors, vous avez vu qu'à l'époque précédente, donc, le Carbonifère et puis le Permien, pour lequel je n'ai rien mis, il n'y a pratiquement pas de mer au niveau français. Au Trias, la mer revient. Elle revient doucement, elle envahit progressivement la majorité du territoire français. Donc on a ce qu'on appelle une pénéplaine, c'est-à-dire une plaine d'érosion qui a remplacé une montagne aplanie par l'érosion, puis on a la mer qui arrive dessus. Alors en général, il y a un premier niveau de sable ou de galets, et puis il y a des niveaux de lagunes avec des marais salants, et puis petit à petit, la mer finit par s'installer pour de bon. Ça prend quelques millions d'années pour se mettre en place. C'est toujours un phénomène lent. N'oubliez pas qu'en géologie,
le million d'années, c'est comme l'année-lumière pour les astronomes. Les géologues, nous jonglons avec des grandes durées, comme les astronomes jonglent avec des grandes distances. C'est à peu près pareil, on voit très loin. Nous parlons d'un million d'années, eux, ils parlent d'années-lumière, mais à notre échelle, c'est pareil, c'est trop loin. Voilà, alors là, Vernon, vous connaissez, je pense, c'est pas très loin. Vous avez à la moitié supérieure de l'image un grès avec des cailloux. Ça représente un niveau de galets de plage au moment où la mer envahit, la surface aplanie, et là on est sur des granites en dessous qui ont été usés par l'érosion et la mer recouvre ça. Donc c'est l'arrivée de la mer au début de l'ère secondaire, au Trias, il y a un peu plus de 200 millions d'années. Donc ça, on trouve ce genre de paysage partout en Cévennes, et vous avez ça tout près d'ici, c'est-à-dire ces grès du Trias qui reposent non pas sur les granites, mais sur les terrains mouillés, juste à côté, entre Sauvas et Gagnères, où vous avez le massif de la Pinède de Sauvas-Saint-Paul, qui repose sur le houiller, qui forme le versant qui descend vers le Doulovi. Donc, cette surface, elle est présente juste à côté du village, à 2 km d'ici. Alors, quand vous avez une plage comme ça, et puis les flaques d'eau, des étangs, etc., vous avez des animaux qui vont batifoler. Et au début du Trias, on a ce genre de pistes que l'on peut trouver dans le sable. C'est ce qu'on appelle les cheirothériums, c'est-à-dire les animaux qui font des empreintes en forme de main. Ce sont des reptiles qui appartiennent à un groupe qui a disparu, donc qui s'apparentent d'un peu loin aux reptiles proto-mammaliens, c'est-à-dire aux ancêtres des mammifères, qui existent déjà à cette époque-là, qui sont individualisés et dont nous avons trouvé des exemplaires dans la région, pas très très loin. Vers le milieu du Trias, changement de paysage, les empreintes deviennent très différentes. Ce sont des empreintes à 3 doigts qui ressemblent à des empreintes d'oiseaux. Et ces empreintes, ce sont des empreintes des premiers dinosaures. En l'espace de moins de 5 millions d'années, les dinosaures font disparaître la moitié des groupes de reptiles présents sur Terre. Autrement dit, les dinosaures ont été une catastrophe écologique presque comparable à l'homme. L'homme, il ne nous a fallu qu'1 million d'années. Les dinosaures, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, étaient des animaux parfaitement adaptés à leur milieu et très très aptes à prendre la place des autres. Alors, si je vous demandais à quoi on reconnaît un dinosaure de notre groupe, de reptiles par exemple, ce n'est pas forcément évident. En réalité, la différence, c'est l'articulation du bassin, éventuellement de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire des épaules. Lorsque vous regardez marcher un reptile, il marche avec les pattes comme ça sur le côté, c'est la marche en crocodile. Bon, alors ça, ce n'est pas très gênant quand on est très léger, par exemple un lézard, ou quand on est dans l'eau, par exemple un crocodile ou une tortue, mais pour marcher sur terre, on est le poids est en porte-à-faux, c'est très pénible. Si vous regardez au contraire nous-mêmes, un cheval, un chien, les mammifères en général, les pattes sont sous le corps et le poids porte à la verticale. Et ça nous permet de ne pas avoir, je peux tenir sur un pied, ce qu'aucun crocodile n'a jamais été capable de faire. Aucune tortue non plus, sauf les tortues ninja, mais c'est une autre question. Donc, les dinosaures sont des animaux qui sont adaptés à la marche sur terre, en milieu solide. Parce que pour marcher droit, comme ça, on est adapté à un sol solide. Ce sont des animaux qui marchent et qui courent sur le sol.
Voilà. Au départ, ils sont bipèdes. Vous n'avez que des pattes arrière. La figure de droite, c'est les dinosaures de la Grande Combe. Celle de gauche, je crois que c'est dans la vallée du Gardon, entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard. Mais on en a trouvé ici aussi, vous en avez dans l'Ardèche, tout autour du Massif central, il y en a. Et donc, les premiers dinosaures, ils marchaient comme nous, pratiquement, ils marchaient à deux pattes, ils couraient à deux pattes, on a des traces, on peut voir qu'ils marchaient vite, parce que si vous regardez une photo de droite, vous voyez la piste, et là on voit qu'ils marchent relativement doucement à grands pas, mais dans certains cas, la distance entre deux empreintes dépasse va jusqu'à 7 fois la longueur du pas, ce qui veut dire qu'ils étaient au galop. Donc c'est des animaux capables de galoper. Par contre, nous sommes loin de les connaître tous. Nous connaissons ceux qui fréquentaient des endroits où les pistes ont été conservées, c'est-à-dire des endroits un peu marécageux, où il y avait de la boue et où ils ont laissé des traces dans la boue. Et nous connaissons ceux dont les squelettes ont été conservés dans des conditions souvent analogues, c'est-à-dire où ils ont été piégés dans l'eau. Il est probable qu'il y a eu peut-être 100 000 espèces de dinosauriens dans l'ensemble de l'ère secondaire, parmi lesquels nous devons connaître actuellement à peu près 2000. C'est-à-dire 1 sur 50, et encore, je suis généreux. Donc ces dinosaures, ils étaient chasseurs, et en l'espace de quelques millions d'années, ils ont pratiquement remplacé tous les autres reptiles, sauf dans des niches écologiques, type les marécages, où ils n'étaient pas adaptés pour les marécages, ils étaient adaptés à la marche sur terre ferme. Alors nous nous rapprochons un petit peu, le Jurassique inférieur, eh bien c'est l'époque du Cerro des Valences, de la montagne des Subs, là juste à côté du village, où l'on trouve des huîtres, les chasseurs, les gens qui promènent savent qu'on trouve des fossiles d'huîtres. Donc à l'époque, le Massif central est émergé, la Bretagne aussi, ça commence à ressembler un petit peu à ce que ça va durer pendant 100 millions d'années, à peu près comme ça, la carte. Mais là, nous sommes dans une zone. Ici, c'est encore marin, mais la côte n'est pas très loin. Ça se mesure en probablement dizaines de kilomètres. Et puis, comme tout, on ne peut jamais fixer, c'est pas comme ça, et puis brusquement, ça passe à autre chose. Ça évolue très doucement, très lentement, on ne s'en rend pas compte. Aucun dinosaure ne voyait la mer avancer ou reculer. Ça se joue sur des millions d'années. Donc nous continuons à nous approcher. Voilà ce qu'il y avait dans les mers à cette époque-là. Ça, ce sont les ammonites. Alors les ammonites ont pris la suite des tristes petites ammonites de l'ère primaire que vous avez vues tout à l'heure. Celles-là sont beaucoup plus jolies, avec des décorations, des côtes, des tubercules, des carènes, etc. Et nous avons quelques gisements côtiers à minerai de fer, en particulier celui de Privas, celui de la Voulte. Et il y en avait un petit à La Ferrière, à côté de Montagnac, c'est-à-dire dans la commune de Mérane, qui a donné une très jolie pièce, mais qui est malheureusement épuisée aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de mine de fer depuis longtemps dans ce secteur. Donc voilà, ça c'était les animaux. Alors il ne faut pas imaginer qu'ils vivaient aussi serrés que ça en mer. C'est ce qu'on appelle une thanatocénose, c'est-à-dire une accumulation de restes après la mort. C'est comme vous avez un courant qui amène les coquilles vides. Les coquilles vides, elles flottent, le corps pourri, il y a un dégagement de CO2. Les coquilles flottent et puis les courants les accumulent dans une anse, par exemple, dans un endroit fermé. Et vous pouvez avoir des densités de coquilles absolument extraordinaires sur des dimensions relativement très courtes, de quelques centaines de mètres. Alors voilà à quoi ressemblaient ces bêtes. Voilà, ça n'existe plus aujourd'hui, je ne dirais pas malheureusement, mais c'est comme ça. Nous approchons le Jurassique supérieur, eh bien c'est l'autre côté du village, c'est-à-dire c'est le Gras. Tout le plateau de la Cocalière, etc., jusqu'au Ranguzège. Et voilà, à l'époque, vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé la mer en fait. Les parties blanches et puis les parties verts sombres qui sont les affleurements visibles actuellement, ça n'a pas beaucoup changé. Le centre du massif central est émergé.
la Bretagne et les Ardennes aussi, et puis tout le reste, c'est sous une mer pas très profonde. Alors, dans cette mer, nous avons toujours des ammonites. Voilà le type d'ammonites que l'on trouve dans la région. Tout le monde a dû en voir une fois ou l'autre sur une pierre de ce genre-là. Par contre, les ammonites que l'on trouve parfois en Normandie, dans les falaises, 2 mètres de diamètre, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit une. Là, pour la mettre dans sa poche, ce n'est pas facile. Alors, à côté des ammonites, nous trouvons les belemnites. Bon, c'est ce que les enfants, quand j'étais petit, disaient, c'est des balles de fusil romaines. Ouais, ça ressemble un peu à une balle de fusil, surtout que la guerre n'était pas loin à l'époque. Donc, pour vous expliquer, vous voyez le fossile tel qu'on le trouve ou tel qu'on le rencontre à la surface des bancs. Je pense que beaucoup de gens, pratiquement tout le monde, a dû en voir une fois ou l'autre. Et vous avez l'animal en dessous. Et vous voyez que l'animal, en fait, c'est l'ancêtre des sèches et des encornets que nous consommons aujourd'hui à la romaine. Donc, cette pointe, elle avait comme fonction de raidir le corps et de lui permettre de reculer avec le fameux système, vous savez que de recul à réaction. Mais dans ces animaux-là, le système à réaction se trouvait à l'avant du corps, les glandes, et donc l'arrière mou l'empêchait de reculer. Et l'évolution a fait passer la poche à réaction vers l'arrière du corps, ce qui fait que cette partie pointue n'était plus utile. Et que dans les sèches actuelles, nous n'avons plus que l'os de sèche qui renforce l'ensemble du corps. Et cette partie pointue et lourde a disparu. Et puis vous avez à côté, à gauche, vous en avez sans doute vu aussi, parce qu'on en trouve un peu partout de loin en loin, des petites étoiles empilées. Ce sont des fragments de tiges de ce qu'on appelle des lys de mer, qui sont des animaux de la même famille que les étoiles de mer, les encrines, les crinoïdes. Et actuellement, c'est un groupe qui ne vit qu'en profondeur, au-delà de 1200 mètres de profondeur. Dans l'océan Atlantique, il y en a, mais à grande profondeur. On ne les voit jamais sur les côtes, probablement parce qu'un peu après, sont apparus des requins avec des dents écraseuses qui étaient capables de manger ces trucs-là, et donc qui n'ont échappé à ces requins que ceux qui vivaient le plus profondément. Alors qu'à cette époque-là, ça vivait à très faible profondeur, pratiquement jusqu'à la côte. Donc ensuite, on les voit disparaître assez vite, parce que quand les requins en question se développent, très vite, le groupe disparaît. Alors, avec cette invasion marine, eh bien, nous avons des fois des fonds. Voilà, là, c'est le fond d'une flaque. Alors ça aurait dû être avec des empreintes de dinosaures, c'est un petit peu ripé dans mon montage. Mais donc c'est là que l'on va trouver des traces. Et c'est là qu'on cherche des traces. Ce sont des traces, avec une petite dimension comme ça. C'est une flaque de faible épaisseur qui ne dépasse pas 5-6 cm un jour où il y a du vent. Ce sont des traces d'ondes de vent. Et ces traces d'ondes de vent, elles sont légèrement asymétriques, comme une dune. Il y a un côté qui reçoit le vent et un côté qui est où ça tombe. Et ça indique de quel sens le vent soufflait il y a 150 millions d'années. On arrive à reconstituer des choses sans imprévues. Alors, au Jurassique, donc supérieur, voilà le paysage. Celui-là, vous le connaissez? Le cirque d'Andier, c'est l'entrée des gorges du Chassezac, sous Paille-Olive. Donc pourquoi j'ai mis cette photo? Bien parce qu'on voit bien la série stratifiée. Alors ces strates nous parlent aussi de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que chaque couche épaisse, vous voyez les séries de couches, correspondent à une période de mer relativement calme, où le dépôt a été principalement calcaire. Par contre, entre les niveaux calcaires, on a des couches essentiellement plus riches en argile, donc marneuses. Marne, c'est un mélange de calcaire et d'argile. Et ça veut dire que du limon venant du continent s'est ajouté
Et ça s'est fait de manière relativement très régulière pendant des millions d'années. Et ça correspond au fameux cycle climatique de Milankovitch, des cycles de 120 000 ans à peu près, qui correspondent à chaque vent. Vous voyez comment on arrive à relier le paysage d'aujourd'hui, je dirais, dans ce cas-là, ce paysage, il est lié à l'obliquité de la Terre, puisque les cycles en question ils sont liés au fait que la Terre elle tourne un petit peu de guingois. Et donc c'est ça qui entraîne le fait que les dépôts soient lités. Voilà, nous rapprochons encore plus le Crétacé inférieur, le Massif central et la Bretagne se relient, la mer diminue d'emprise, c'est pas très net, mais on voit en bas à gauche l'océan. Et au Crétacé inférieur, dans la région, nous voyons apparaître le Crétacé inférieur dans la plaine de la Claïs, du côté de Saint-André-de-Cruzières, et puis également toute la bordure cévenole entre Saint-Ambrois et le Cerf des Cruzières. Ce sont des roches qui datent de cette époque. Alors, les fossiles caractéristiques, je ne vous ai pas remis les ammonites, vous en avez assez mangé. Il y a de très jolis ammonites crétacés. Je vous ai mis au milieu ce qu'on appelle un pygope. Alors, ça appartient à un groupe, ce n'est pas une coquille bivalve, c'est un groupe très différent. C'est les térébratules, qui sont un groupe d'une famille très loin des mollusques en réalité. C'est un brachiopodes, mais donc en général ce n'est pas connu du grand public. Mais ces fossiles étaient abondants à Bérias, et au siècle dernier, enfin même au 19e siècle, les bergers les ramassaient, les vendaient aux amateurs de géologie, et c'est un peu comme ça que Bérias est devenu un site géologique classique qui a donné son nom au premier étage du Crétacé qui s'appelle le Berriasien. Donc Bérias est une célébrité au niveau mondial, puisque le nom de Berriasien est le nom adopté par la Commission internationale de stratigraphie, et que si vous êtes australien ou patagonais, vous avez des couches de cette époque, ça s'appelle Berriasien, Berriasian, Berriasiano, selon que vous parlez anglais, espagnol ou chinois. Comme le nom a été admis au niveau international, et c'est tout de même quelque chose d'intéressant. Et le fossile caractéristique à Bérias, celui qui permettait de repérer ce niveau par les gens du pays, c'est donc celui que vous avez au milieu. Alors là, il est à l'envers. Normalement, ces animaux étaient fixés par un pédoncule au fond de la mer, avec deux valves qui s'ouvrent et qui se ferment en éventail au-dessus. Voilà, c'est un groupe qui existe toujours, lui aussi en profondeur, mais ils ne sont plus percés. Ceux que nous avons aujourd'hui ne sont pas percés. Voilà. Mais ils ne sont pas connus parce qu'ils n'existent pas à faible profondeur, donc les tempêtes n'en ramènent pas sur la plage, donc les enfants n'en ramassent pas, etc. Et puis, sur les côtés, vous avez des animaux qui sont très caractéristiques de la deuxième moitié de l'ère secondaire, c'est-à-dire du sommet du Jurassique et de tout le Crétacé. C'est ce qu'on appelle les rudistes. Alors, si je vous demande ce que c'est, à droite, vous allez me dire que c'est un cornet de glace. Le problème, c'est que comme il faisait un climat de type tropical dans la région à l'époque, elle aurait fondu. En réalité, ces rudistes, ce sont des coquilles bivalves, comme les huîtres d'aujourd'hui. Alors, à l'époque, il y a des huîtres, mais ce sont des huîtres individuelles qui vivent dans les milieux vaseux en profondeur. Ce ne sont pas des huîtres formant des bancs. Par contre, on a des coquilles qui forment des bancs avec une coquille très épaisse pour résister au courant, aux vagues, tout ce que vous voudrez. Donc, dans un premier temps, elle développe un super crochet sur lequel elle se fixe et puis elle se développe en hélice à partir du crochet fixé à la base. Ça c'est le crochet. Alors ça, c'est une coquille qui s'appelle Rhytienia ammonia. Elle vient de Bruxelles-les-Alès. Donc c'est quand même pas très loin. Donc il y avait des récifs avec des bandes de coquilles de ce genre-là sur le secteur du Mont Bouquet, mais il y en a aussi à Vallon-Pont d'Arc par exemple.
Et celle de droite, eh bien, cette forme a évolué vers des formes déroulées. Et donc, ça, c'est le reste du crochet qui était là. Et vous avez la coquille qui a pris la forme d'un cornet. Et la deuxième valve a juste pris la forme d'un opercule dessus. Bon, là, il n'y est pas. Mais, donc, vous voyez le principe. C'était les bivalves. Ce groupe très important qui a joué un grand rôle au Crétacé disparaît à la fin du Crétacé en même temps que les dinosaures, les ammonites et quelques autres. Parce que c'est un groupe de faible profondeur. Les coquillages qui forment des bancs sont des coquillages de la zone des marais ou de très faible profondeur. Et donc, ils ont été extrêmement sensibles à l'événement, probablement la chute de météorites qui a fait disparaître les dinosaures. Donc, ils ont disparu exactement en même temps. Donc, dès comme ça, on en trouve à Vagnas, on en trouve à Boisson, donc ce n'est quand même pas très très loin. Alors, dans les mêmes mers, on trouve, c'est pas très, il y a trop de lumière, on devrait dire au soleil de se cacher. En haut à gauche, c'est la coupe d'un escargot de grande dimension. C'est ce qu'on appelle une nérinée. Alors, elle est là parce qu'elle est dans mon groupe. C'est une que nous avons découverte au fond de la veine d'Orniac, sur une paroi de la veine. Donc, c'était des escargots dont le test, dont la coquille était très épaisse, parce qu'ils vivaient en même temps que les rudistes que vous venez de voir, donc dans des profondeurs qui se mesuraient entre 0 et quelques mètres, zone des marées, zone des tempêtes, zone des courants, donc choc violent, ne pouvaient résister que des espèces dont la coquille était solide. Donc la coquille était solide et elle était à l'intérieur renforcée par des plis de la coquille. Et puis vous avez à droite un oursin. C'est un groupe d'oursins, c'est un toxastère, c'est un groupe qui est l'ancêtre direct des spatanques, ce qu'on appelle les souris de mer, qui vit en tant que groupe. Il y en a au Ros du Roi ou à la Grande Motte, à quelques mètres de profondeur. Donc ça, c'est un groupe qui existe. En bas à gauche, toujours dans les mêmes mers, nous avions des coraux, des polypiers. Et puis à droite, nous avions encore des dinosaures. Et ça, c'est un œuf de dinosaure dont on a très patiemment remis les petits morceaux, recollé les petits morceaux dessus. Mais ils sont en place. Il doit y avoir un bon mois de travail d'un étudiant. À la même époque, donc milieu du Crétacé, vous avez en marron, donc vous avez en bleu clair les mers peu profondes, celles où il y a les rudistes. Vous avez en bleu foncé des mers plus profondes à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui les Alpes. Et entre, vous avez un isthme qu'on appelle l'isthme durancien, parce qu'il est au niveau de la Durance. Alors si je vous en parle, ce n'est pas parce que je suis spécialement attiré par la Durance et la Basse-Provence, c'est joli, mais c'est surtout parce que c'est à la surface de cette bande de terre de 300 km de long, s'est développé un phénomène qu'on appelle les latérites. Si l'un d'entre vous qui ont été dans les pays tropicaux, ils savent ce que c'est, les terres rouges dures des pays tropicaux. Et ces latérites, sur cette bande, se sont fossilisées pour donner un minerai qu'on appelle la bauxite, qui tire son nom des Baux, dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, cette bande de terre, c'est une bande de terre qui est l'endroit où l'on a découvert la bauxite au niveau mondial. Et c'est vraiment une bande tropicale qui était probablement avec des palmiers et des dinosaures dessus. Et pendant quelques millions d'années, s'est formé de la bauxite, de la latérite qui est devenue de la bauxite. Donc les carrières de bauxite dans le Gard, nous n'avons pas d'exploitation, ni dans l'Ardèche. Nous avons quelques petits affleurements tout petits, mais il y en avait dans l'Hérault, par exemple, Villeveyrac, Metz, et bien sûr dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Alors, nous finissons avec le Crétacé. Il y a la crise, les dinosaures ont disparu, les rudistes ont disparu, les ammonites ont disparu, les bélemnites ont disparu, 80% des corallières ont disparu, les reptiles volants ont disparu, les reptiles marins ont disparu, ou à peu près tous, il en reste 2 ou 3. Et oui, c'est la fameuse crise de la fin des Crétacés. Nous arrivons au début, premier quart de l'ère tertiaire. Le paysage complètement changé. Vous voyez qu'en fait, nous sommes dans une zone continentale avec des grands golfes profonds
Et puis il y a en fait beaucoup de lacs. Dans la zone qui est en vert, qui est censée être continentale, il y a beaucoup de lacs. Et ces lacs, nous en avons dans la région. C'est dans cette époque que commence à se mettre en place le grand lac qui donnera le bassin sédimentaire, tertiaire riche, qui va pratiquement de Salavas jusqu'à Anduze de l'autre côté. Donc toute la plaine qui est entre Saint-Sauveur d'une part et Barjac de l'autre. Toute cette plaine, elle commence à s'ouvrir à ce moment-là. La Méditerranée, pour vous expliquer ce qui se passe, ça peut paraître curieux, étant l'époque de formation de montagne et puis ça s'ouvre. Ici, en noir, vous avez la limite entre la plaque africaine et la plaque continentale européenne ou eurasiatique. Et il se trouve que l'Afrique, à cette époque-là, se rapproche et le Maghreb, donc l'Algérie, Tunisie, pousse entre l'Espagne et l'Italie. L'Espagne est poussée vers la gauche, l'Italie est poussée vers la droite. Elle commence à tourner sur elle-même, c'est les Alpes qui commencent à se créer. L'Espagne est poussée contre la France, c'est les Pyrénées qui commencent à se créer. Mais en même temps, elle est repoussée vers l'ouest. Ça fait une grande fissure qui sera la vallée du Rhône et qui se prolongera après un décalage en baïonnette par la vallée du Rhin, l'Alsace, pays de Bade, et qui monte jusqu'à la Scandinavie, jusqu'à Oslo. Donc pour un géologue, le Rhône naît à Oslo. Je ne vous ai pas tout raconté, il y a pire. Carte géologique de la région. Donc j'ai agrandi la carte de France. Vous avez le Massif central sur la gauche. Et puis, dans la partie, donc je nous relocalise. Nous sommes ici. À l'est, là c'est la faille. À l'est c'est ici. Nous sommes là. Et vous pouvez apercevoir qu'en Languedoc, nous avons des grandes structures est-ouest. En Provence aussi. On a toute une série de chaînons est-ouest. Ces chaînons ne peuvent pas être alpins puisque les Alpes sont nord-sud chez nous. En fait, ce sont des vestiges d'une première chaîne des Pyrénées. Vous avez vu comment l'Espagne, se rapprochant de la France, ça a soulevé les Pyrénées, mais si vous faites monter les granites au milieu, vous repoussez les calcaires, grès, sable et autres qui sont vers le sud côté Espagne, vers l'extérieur de la chaîne, donc vers le nord côté France. Et là, nous nous retrouvons avec une série de plis est-ouest. Alors, en Provence, ils sont très nets. On parle de phase pyrénéo-provençale. C'est le Ventoux, c'est le Luberon, c'est la Lure, c'est les Alpilles, c'est l'Estac. Tous ces chaînons sont d'est-ouest, ils ne sont pas alpins. En Languedoc, c'est le Pic Saint-Loup, par exemple. C'est la vallée de la Tave dans le Gard. Et dans la couverture sédimentaire, dans les calcaires, le dernier chaînon au nord, côté rive droite, c'est la faille de la Sarrazine. La faille de la Sarrazine, c'est à combien, 10 km d'ici? Au nord, entre Saint-André et la plaine de Beaulieu-Berrias. Donc la limite du Gras de Saint-André. Ça, les Pyrénées, pour moi, jusque-là, c'est les Pyrénées. Bon, on n'y pense pas, évidemment. Mais nous retrouvons aussi, si vous regardez bien, dans le Massif central, des structures est-ouest, ici, le prolongement d'Écosse, le nord du Mont Lozère, la faille nord-Lozère, la faille du Blémard, faille d'Orsière, qui est reliée d'ailleurs à la faille de la Sarrazine. Et on sait que cette faille de la Sarrazine qui se prolonge sous les Grasses n'est pas une faille fossile, parce que c'est elle qui vous a chatouillé les pieds un beau matin il y a quelques années. Il y en a qui l'ont senti, le séisme de Barjac. Bon. Mais c'est cette faille-là qui a continué à jouer. Donc, elle n'est pas tout à fait finie. Donc, toutes ces structures est-ouest, donc de Pic Saint-Loup, l'arc de Saint-Chinian, et puis si on est géologue, on en voit d'autres, la vallée de la Tave, tout ça, c'est l'avant-pays pyrénéen qui se met en place à cette époque-là. À cette époque-là, nous avions les Pyrénées actuelles qui se prolongeaient dans le golfe du Lion par la Sardaigne et la Corse. Et quand l'Italie a tourné, je vous ai expliqué que l'Espagne partait vers l'ouest et l'Italie vers l'est,
elle a entraîné la Corse et la Sardaigne en même temps, donc elle était repoussée en même temps, et ça a ouvert le golfe du Lion, qui jusque-là ne l'était pas. Voilà. Ce qui fait que si vous aviez été vous baigner sur la côte Vermeille à Banyuls il y a quelques dizaines de millions d'années, vous alliez à pied sec en Sardaigne, vous vous retrouviez à Cagliari. Voilà, et puis vous pouviez, et si vous alliez vous baigner aux îles d'Hyères, vous vous retrouviez à Bonifacio. Voilà, on n'imagine pas. Donc vous voyez, quand je vous dis que le monde a changé, donc entre-temps, les États-Unis ont commencé à s'écarter de l'Europe à 3 ou 4 cm par an. Et donc vous noterez tout de suite que ça ne justifie pas les augmentations de tarifs d'Air France. Voilà, alors ici, cette poussée venue du sud, elle décroche un grand lambeau. Donc vous avez ici en rouge le massif de la Lozère, et puis vous voyez qu'il se prolonge ici par le massif de Borne. Ça c'est le Chassezac. Et la poussée venue du sud a décroché le triangle qui est à droite en bas, et l'a poussé aussi sur les gneiss que l'on a au nord. Et donc là on a une grande écaille qui est remontée tout de même de la bagatelle de 11 km. Si vous mesurez au sud, donc ici on est à Génoyac, ici on est à Villefort, et donc si vous mesurez, on a 11 km en ligne droite de glissement de l'écaille qui est à l'est. Alors, quand cette écaille s'est formée, eh bien, elle a glissé vers le nord, mais en même temps, quand on est arrivé en haut de l'écaille, eh bien, ça ne pouvait pas s'accumuler, ça s'est redressé à la verticale vers le haut, et ça a donné le Tanargue. D'accord ? Vous avez l'écaille qui part d'à l'est, qui est subhorizontale, et puis petit à petit elle prend de la pente, et quand elle arrive au Tanargue, il y a 3 écailles, l'une verticale, l'une à côté de l'autre, qui sont dues à cette poussée venue du sud, qui s'est rebroussée. Vous voyez que l'histoire du paysage, elle est quand même... Bon, alors, à peu près à la même époque, je vous ai dit que le bassin d'Alès commençait à s'ouvrir, et voilà, au niveau de la France et un petit peu du voisinage, la poussée de l'Espagne vers le nord-ouest d'une part, de la Corse et de l'Italie vers le sud-est, ça crée une grande zone de fossé d'effondrement. Donc tout ce que vous avez ici, ça s'est déplacé comme ça, ici, ça s'est déplacé de l'autre côté, et entre les deux, on a une zone d'étirement où l'on trouve la vallée du Rhône, où l'on trouve le fossé à l'Est-Barjac dont je vous parlais tout à l'heure, et là-dedans, ils se sont installés des lacs. Pensez qu'à mi-chemin, disons du côté de Saint-Denis par exemple, c'est pas très loin, vous avez 1500 mètres de remplissage dans le fossé. Pour retrouver les roches que vous avez sur les bords, il faut descendre à 1500 mètres de profondeur. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est écarté, ça s'est rempli d'eau, et puis ça s'est rempli de sédiments au fur et à mesure, petit à petit. Donc ça, c'est un phénomène que l'on a, comme vous le voyez, partout, dans pratiquement toute l'Europe occidentale. Ça va à l'Espagne, de la vallée du Guadalquivir, jusqu'à Oslo au nord, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc ici, nous sommes bien placés pour observer la question. Nous approchons le Miocène, 25 millions d'années, c'est de plus en plus proche. On ne reconnaît pas encore vraiment, mais enfin on voit vaguement sur la gauche un golfe qui, cette fois, est bien relié à l'océan Atlantique. On voit au sud une mer qui, curieusement, a une drôle de forme, mais qui est bien l'ancêtre de la Méditerranée, on appelle la Tétis. Et puis, au Miocène, il va y avoir un petit ennui pour cette mer Méditerranée. L'Afrique qui pousse,
contre l'Espagne, va fermer le détroit, qui n'est pas encore celui de Gibraltar, enfin, globalement, entre le Maroc et l'Espagne, et puis la mer Méditerranée n'est plus équilibrée par l'Atlantique. Il fait encore plus chaud qu'aujourd'hui, parce qu'avec la dérive des continents, elle est à l'époque à la latitude de Tamanrasset, c'est-à-dire 2000 km plus au sud qu'aujourd'hui, mais c'est pas pourquoi. Alors, il y a du sel qui va s'accumuler, et au centre de la Méditerranée, nous avons par endroits en rouge plus de 1000 mètres de sel, au fond de la mer. Donc, toutes les parties en rouge sont des parties qui ont été à sec pendant à peu près 400 000 ans. Alors, pourquoi il y en a tant par rapport à l'épaisseur de la mer? Mais tout simplement parce que la fermeture, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, la réouverture non plus, et qu'il y a eu un apport de sel de l'Atlantique qui a rajouté. Voilà. Et donc, cette mer Méditerranée, on appelle ça l'épisode messinien. Parce que c'est à Messine que l'on a mis en évidence ce phénomène. Alors cet épisode messinien, il a joué un grand rôle dans le creusement des grottes de toute la région Languedoc-Provence et tout autour de la Méditerranée. Parce qu'une grotte, elle se creuse par de l'eau qui s'infiltre, et puis quand l'eau arrive au niveau de la nappe phréatique, elle va circuler à l'horizontale, jusqu'à la sortie. Mais si la Méditerranée est 1200 mètres plus bas, comme ça a été le cas qu'elle est aujourd'hui, l'eau va avoir tendance à descendre à 1200 mètres de profondeur. Et donc, au lieu d'avoir ça, on avait ça. Et quand l'eau est remontée, l'eau continue à descendre et puis elle remonte. Parce qu'elle n'a jamais été remplacée par de l'eau salée. Et que la galerie a été ouverte. Et nous avons une série de résurgences qu'on appelle vauclusiennes. La plus célèbre étant évidemment la fontaine de Vaucluse, qu'a donné son nom, mais on pourrait parler du Goul du Pont à Beau-Saint-Andéol, pour prendre un exemple pas très lointain, qui descendent à 200, 300 mètres de profondeur. On ne sait pas jusqu'à combien parce qu'on n'a jamais pu y plonger. Parce que vous en connaissez, vous, des plongeurs qui sont capables de descendre à 300 mètres. Le record de plongée souterraine en fond de trou, comme disaient les plongeurs, c'est en France, c'est Font-Estramar, à la limite des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, dans une résurgence de ce type-là, moins 286. Alors quand vous êtes à 2 km de l'entrée et à moins 280 sous le niveau de la surface, mais vous avez premièrement intérêt d'avoir du bon matériel, de lui faire confiance, d'avoir un bon niveau technique. Je ne vous ferai pas un dessin sur la qualité des gars qui font ce genre de plongée. Donc, s'il y en a qui connaissent, c'est Xavier Méniscus, il y a 3 ans. Bon, puis quand la mer revient, comme toujours, il y a un effet de contre-coup. Elle remplit sa place et puis elle remonte beaucoup plus haut qu'elle n'était montée précédemment. Et elle va occuper toute la vallée du Rhône. On parle de ria rhodanienne, comme les rias de Bretagne, vous savez, comme les fjords de Norvège. Et donc on se retrouve, il y a 5,3 millions d'années, lorsque la mer re-remplit en quelques dizaines, quelques centaines de milliers, enfin quelques centaines d'années, ou milliers d'années, on ne sait pas exactement, mais elle va remonter jusqu'à Lyon, même au-delà. Voilà. Et c'est à peu près à cette époque-là que les Alpes, je ne vais pas dire prennent leur élan, parce qu'une montagne, ça ne prend pas vraiment son élan, mais connaissent l'ascension la plus rapide. C'est le paroxysme de la phase alpine à peu près en même temps. Donc vous avez la mer qui remonte très profondément, un golfe étroit qui remonte à la vallée du Rhône à cette époque-là et qui va se remplir d'alluvions à partir évidemment des rivières Rhône, Saône, Gare, Ardèche qui ramènent des produits de part et d'autre. Donc à partir de ce moment-là, le mouvement des Alpes qui se met en place se traduit aussi par un contre-coup qui est directement visible chez nous, c'est que le Massif central commence à remonter. Donc jusque-là, l'érosion faisait que le Massif central était à très basse altitude, donc probablement pas grand-chose pour dépasser les 200 mètres.
tout commence à remonter en même temps que les Alpes, parce que la poussée alpine repousse le magma qui soulève le massif central, et qui le soulève de manière asymétrique. C'est-à-dire que du côté est, côté vallée du Rhône, il est beaucoup soulevé, du côté ouest, vers le Limousin, il l'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus loin des Alpes. D'où cette allure oblique. Le point le plus soulevé du massif central, c'est le sommet de Finiels, c'est la Lozère, 1700. Donc, à peu près, au moins 1500 mètres de remontée en 5 millions d'années. Et donc, cette remontée va faire que les rivières vont s'encaisser dans des gorges sur place. C'est l'Ardèche, c'est la Cèze. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que se met réellement en place le paysage d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'érosion de cette époque, les phénomènes de cette époque, sont ceux qui ont laissé des traces directement visibles dans le paysage d'aujourd'hui. Mais nous continuons à voir la surface d'aplanissement là où elle a été conservée, et en particulier le Grand de Coury, Saint-André, tout le grand plateau calcaire, c'est un vestige de l'aplanissement avant la remontée. Et donc, lors de la remontée du Massif central, il y a eu un jeu de failles qui fait que la Lozère est remontée de 1500 mètres, à Bessèges c'est remonté de 500, ici c'est remonté de 200, plus loin c'est remonté de rien du tout quand vous êtes à Arles. C'est remonté en marche d'escalier. Donc nous sommes ici sur une faille qui suit pratiquement à côté du village, qui a fonctionné avec à peu près 500 mètres ou 600 mètres de dénivellation. Donc une très grosse faille à ce point de vue-là. Alors, aujourd'hui, la compréhension de l'espace, vous avez à l'est, qui est ici, nous sommes quelque part par là, le massif central, les micaschistes, les granites en haut à gauche, c'est la chaîne hercynienne, ça a plus de 200 millions d'années. En bas, à droite, des terrains de l'ère secondaire et tertiaire, moins de 200 millions d'années. Et entre les deux, on a une bande de calcaire tertiaire qui sépare les deux espaces, de calcaire secondaire. Et cette zone, elle est percée de cavités partout, pour les amateurs de spéléo, parce que vous avez de l'eau qui vient du massif central, qui est légèrement acide parce qu'elle a circulé sur de la silice, qui arrive sur des calcaires, et donc on a toute une série de cavités entre les Vances, Alès, Anduze, etc. Donc la Cocalière est un exemple typique des cavités de cette bordure. Voilà, alors en coupe rapide, le massif central et ses veines à gauche, une série de failles, j'avais fait la coupe pour Alès, mais ici c'est à peu près pareil. Un affleurement, un plateau crétacé, puis on arrive à la vallée du Rhône ou à la mer, avec du tertiaire sur une bonne épaisseur. Donc la faille qui est en rouge à gauche, vous voyez qu'elle n'est pas un plan vertical, on appelle une faille lystrique, c'est-à-dire en forme de cuillère. Et donc en s'écartant, elle a entraîné le basculement et la formation de coins de basculement, d'où la formation du fossé. Voilà, ça c'est encore la carte géologique du secteur. Donc ici nous sommes sur place. Coury est exactement au carrefour de 4 secteurs géologiques distincts. Le carrefour lui-même, c'est Pierre-Morte. Donc c'est tout de même pas très loin du village. Et je vous le présente, donc c'est ici exactement. Vous avez côté ouest le bassin mouillé, le bassin de Gagnères et du Doulovi. Vous avez côté est en bleu, se faire à cheval bleu avec du vert au milieu, c'est ce qu'on appelle le synclinal de la Claise, c'est-à-dire la région de Saint-André-Saint-Sauveur, qui est formée de calcaire jurassique, coloré en bleu, c'est le code international pour le jurassique, le bleu, et du vert au milieu, parce qu'au centre du creux, il y a des couches de crétacé qui sont conservées donc au niveau du moulin de Pichegu, si vous voulez. Toute la partie centrale, entre Saint-André et Saint-Sauveur, il y a des calcaires de crétacé. Et puis vous avez
au nord du point où nous étions, en orange, les grès du Trias. Et ces grès du Trias jouent un très grand rôle parce qu'ils sont poreux et ils alimentent la partie amont du réseau de la Cocalière. C'est eux qui assurent la continuité de l'eau qui est pompée pour Saint-Paul. Donc, parce que l'eau circule très doucement dans les grès et ça fait une réserve. Et au sud, vous avez en violet les calcaires de la base du Jurassique qui domine, c'est la montagne des Suves, des Valences, donc, qui descend sur Meyran. Donc nous sommes exactement à un carrefour avec une faille importante. Et puis vous avez, on voit très bien la limite ici de la faille. Donc là, on est dans les hautes Cévennes ici, les basses Cévennes calcaires ici, le bassin d'effondrement, d'étirement dont je vous parlais, avec la faille en bas à droite. Donc c'est là entre Saint-Sauveur et Barjac. Voilà, puis je vais vous laisser avec un petit paysage souvenir de Jurassique supérieur, victime de l'érosion de l'ère quaternaire. Donc maintenant, je suis à vous pour répondre à toutes les questions que vous voudrez. Je suis d'Alès, je suis né à Alès. Sur la commune d'Alès, nous avons les 4 aires géologiques présentes et fossilifères. Nous avons des filons de lave. Autrement dit, il y a pratiquement tout ce que vous voulez sur une seule commune. Alors, quand il y a beaucoup, c'est compliqué. Il est plus facile d'être dans la plaine des Landes. Vous êtes en Camargue, la géologie, c'est plus simple. S'il vous plaît, les couches ferrifères ont été formées à quelle époque? Alors, les couches ferrifères, il y en a de plusieurs époques. La plupart de celles qui ont été exploitées ici sont du Jurassique. Le fer, dans ce type de fer, ce sont des couches littorales qui se sont formées par accumulation de fer dissous en profondeur, qui remontent par capillarité et qui s'évaporent par concentration et précipitation de fer dans des niveaux peu profonds. Donc c'est le cas à la Ferrière au-dessus de Meyran, c'est le cas à Pierre-Morte, c'est le cas à Privas, etc. Donc les plus anciennes formations exploitées pour le fer, c'est Bordezac dans le Trias, donc au début de l'ère secondaire, et les plus récentes, c'est dans le Jurassique, c'est un Jurassique supérieur. Voilà. Donc ce sont des formations, c'est intéressant, parce que ce sont des formations de type côtier. Dans les séries sédimentaires, quand on a des niveaux à faire, ce sont des niveaux côtiers. C'est des couches épaisses? Alors ce sont des lentilles qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres d'épaisseur par endroit. Et la Ferrière, ils ont exploité. Alors ça a été exploité. La teneur en fer était de combien? Alors là, j'ai pas les chiffres, mais ça arrive à être assez riche. Parce que c'est de la précipitation, donc on a des oxydes hydratés qui sont assez purs au point de vue chimique, et donc on a des teneurs à 35%, choses comme ça. Donc en plus ce sont des oxydes, donc ce sont des minerais qui sont assez faciles à réduire, parce qu'il n'y a pas de phase préliminaire comme c'est le cas pour les sulfures, il n'y a pas de grillage obligatoire. Molière était destiné à avoir du charbon Alors, à Molière, il y a du charbon, donc dans le Carbonifère, à la fin des ères primaires. Il y avait aussi un peu de fer, mélangé, associé au charbon, sous forme de nodules de fer dans les couches de charbon, ou dans les couches de schiste à côté. Et à Molière, il y avait aussi du gypse, c'est-à-dire la pierre à plâtre. Historiquement, avant le charbon, il y avait du gypse à Molière. Je vous dis ça parce que mon père était mineur de fond. Bon, moi, le mien aussi, mais à Fontane, à l'est. Voilà. Mais Molière était un gisement qui était particulièrement pénible pour les mineurs, Oui. parce que les couches étaient toutes très peu épaisses. C'est pour ça qu'il y avait des enfants à l'époque. Mon père est né en 14.
C'est pour ça qu'à l'époque, on prenait des enfants de 11 ans pour pouvoir les mettre à la dynamique. Oui, à Molière, on exploitait des couches dont les plus minces descendaient autour de 60 cm. Ouais, et les enfants allaient mettre... Donc et les mineurs travaillaient couchés sur le côté. Donc vous imaginez 60 cm, ça fait ça. C'est pour ça que mon père est rentré à la mine, il avait 11 ans à l'époque. Molière était connu pour la minceur, pour la qualité de son charbon. C'est d'anthracite qui était réputé de bonne qualité, mais pour la difficulté d'exploitation, parce que vraiment les couches étaient très minces. On dit que dans des pays on exploite les enfants, mais là c'était pareil. Oh ben, là on est censé parler de géologique plutôt que d'histoire du travail, mais l'âge limite de début de travail pour les enfants, entre la révolution de 1848 et aujourd'hui, ça a été modifié toute une série de fois, avec des dates limites pour les garçons, pour les filles, la limite de scolarité, le travail pendant les vacances. Beaucoup d'enfants allaient à l'école et travaillaient dans les terres s'ils étaient paysans, à la mine ou à l'usine pendant les vacances s'ils ne l'étaient pas. Et donc tout ça, ça a évolué progressivement avec le temps. On peut pas dire ça s'est arrêté tel jour ou tel jour, quoi. Ils avaient la retraite plus tôt. C'est un clin d'œil à l'actualité. La retraite dans les mines, c'est vers 1920 qu'elle apparaît. Et les mines or. Quand il est parti à la retraite, il avait 50 ans et il est mort quelques jours après. Excusez-moi. On a vu sur les cartes plus précises de la région que vous nous avez présentées qu'on est sur des juxtapositions, on va dire, ou des rencontres de plaques différentes. Est-ce qu'en termes géologiques, on va dire, est-ce qu'on est plus susceptible de souffrir de ce qu'on appelle un tremblement de terre maintenant? Alors, je vous ai dit que le tremblement de terre de Barjac, il y a comme 10 ans, même pas. Il est ressenti ici. Nous sommes dans une région qui n'a pas eu de tremblement de terre très violent depuis longtemps, mais la possibilité de tremblement de terre moyen, entre guillemets, n'est pas du tout à exclure. On a eu le Teil aussi, oui. Oui, mais il y a le Teil, le rôle de la carrière est douteux, mais il y a tous les tremblements de terre de Provence, mais tout ce qui est à rive gauche du Rhône, c'est indépendant de ce qui est à rive droite. Parce que comme il y a eu écartement entre les deux, ça ne joue pas pareil. Mais Lambesque, Aix-en-Provence, ça y est. Pourquoi entre Molière et Gérard, on a un arrêt il n'y a pas de charbon? Le charbon, il était côté... Alors, à Molière, les formations minières à Fleurs. Les travaux de... Ah, les coups sont à plus de 800 mètres. Oui, non, le houiller, la ville de Molière est bâtie sur le houiller lui-même. Donc, c'était les couches du houiller à Fleurs. Je pense que les couches se prolongent sous Meyran. Parce que, comment vous avez le houiller qui va à Sauvage, vous avez encore le houiller qui a Fleurs, à Saint-Paul, le houiller est à Fleuran. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas? C'est le recouvrement, en fait. Donc, si vous avez 200 mètres de trias, 200 mètres, ce n'est pas un problème pour un petit bout. Si vous avez 600 ou 700 mètres de jurassique de dessus, ça peut... Ici, vous creusez sous la cocalière, il vous faut au moins 1000 mètres avant d'atteindre le houiller. Il y est, mais il est à 1000 mètres en profondeur. Ensuite, il y a un autre problème. Donc, et si vous allez plus loin, si vous allez peut-être de 1000 à 3500. Et oui. Le puits, il fallait descendre à 800 mètres. C'est ça, mais non, on a commencé par le haut, parce que c'est le plus facile, et puis au fur et à mesure, on est descendu. Et de Molière, par les souterrains, ils allaient à Saint-Laurent. Ça traversait. C'est le même gisement. Mais un autre problème, c'est que qu'est-ce qu'a fait le charbon? Des végétaux, essentiellement. Là où il y a eu des accumulations, c'est qu'il y avait des vents et des courants qui poussaient les feuilles flottantes, les bois flottants, et surtout les micro-algues, qui les accumulaient dans des baies. Et très fréquemment, vous avez une couche bien épaisse sur, mettons, 1 km² qui correspond à un ancien lieu d'accumulation. Par contre, quand vous allez vers le large du lac,
la couche elle s'amincit, et se transforme en schiste. On dit que la couche se schistifie, en termes miniers. Et donc ça ne vaut plus le coup de l'exploiter parce que c'est des charbons de plus en plus impurs qui perdent sa qualité. Et donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que le puits de Sauvage, par exemple, a été abandonné. On a fait un trou et s'est aperçu que le charbon qui normalement y était n'était plus de bonne qualité. Voilà. Et donc, si vous voulez, autant une formation comme les calcaires qui forment le gras sur des dizaines de kilomètres, vous avez les mêmes calcaires. Vous les avez ici, vous les avez à l'est, vous les avez à Anduze, de l'autre côté, vous suivez la bordure de Ardéchoise, vous les retrouvez, vous allez à Florac, vous les retrouvez sur le Cos. C'est vraiment des formations marines, et la mer, c'est sur des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres. Le charbon, c'est du lacustre, et le lacustre, d'un fond de lac à la pleine eau, à 300 mètres de là, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Les couches sont beaucoup moins régulières. Alors, il y a une question par là. Oui, l'argent et l'or. Oui. Et on trouve de l'or dans la 16. Alors, on trouve un peu d'or dans la 16, on trouve un petit peu d'argent mélangé au plomb dans les filons dans la périphérie de la Lozère, jusqu'au tour de Bessèges. Alors, l'or est en général dans les Cévennes associé à un minerai qui est l'arséniopyrite qu'on appelle le mispiquel, donc qui est un arséniosulfure de fer avec de l'or à l'état dissous dedans. On en trouve dans la 16, on en trouve dans la Gagnère. Alors dans la Gagnère, il est déjà remanié une fois dans les terrains mouillés, et puis qui sont ce qu'on appelle des paléoplacères. Les terrains donc, de la vallée de la Gagnère, entre là où il y avait la mine d'or, quand on va vers le pont d'Abric en bois, le Boulidou, etc. C'est ce qu'on appelle un placère, c'est un endroit où une rivière qui transporte l'or a accumulé l'or. Tout simplement, l'or, il est beaucoup plus lourd que le sable qui est autour. La densité du quartz, c'est un peu plus de 2. La densité de l'or, c'est autour de 20. C'est-à-dire que la densité, elle est 10 fois plus forte que celle du sable. Donc, s'il y a un endroit qui fait creux, des fissures, une courbe, etc., il va s'accumuler avec les cailloux plus gros. C'est des pratiques pour le triage. Alors que le sable va être enlevé par les crues. On a des effets d'accumulation qui peuvent être parfois très importants. C'est ce qu'on appelle un placère en géologie. Et les grands gisements mondiaux jusqu'au XXe siècle, par exemple le Klondike, c'est un ensemble de placères. Il y a des petits filons avec un tout petit peu d'or, je ne sais pas, moins d'un gramme à la tonne dans les montagnes, et puis les rivières, petit à petit, elles le concentrent. Voilà. Donc, le houiller de la vallée de la Gagnère, entre Abo et Gagnère, c'est un paléoplacère. C'est une zone où l'on a des teneurs en or qui montent souvent autour d'1,5 gramme à la tonne. Bon. Oui. Non, mais ça veut dire que si le projet de mine d'or avait vu le jour, il était beaucoup plus dangereux que le gaz de schiste ici au point de vue paysage, parce qu'il y a des niveaux relativement riches qui avaient été les premiers envoyés aux sociétés de géologie et d'analyse qui tournaient autour de 6 grammes à la tonne, c'est-à-dire c'est rentable. 6 grammes à la tonne, c'est rentable l'exploitation. Par contre, 1,5 gramme, ça ne l'est pas. Et donc il aurait fallu exploiter des millions de mètres cubes, les broyer finement, traiter ça à l'arsenic pour dissoudre l'or. C'est génial l'arsenic, c'est très très bon pour la santé. Donc il y a de l'or, il doit rester. Il y a certainement quelques tonnes d'or dans la vallée de la Gagnère, mais si l'on veut les exploiter avec les méthodes actuelles, écologiquement, il faut tout chambouler. Et alors, il faut non seulement avoir la mine, mais il faut avoir une unité d'enrichissement. Bon, ça, à la rigueur, c'est mécanique. Il faut d'abord broyer fin. L'or est très fin. Il faut ensuite avoir une table vibrante avec une surface de lavage pour enlever les particules légères et concentrer l'or. Alors, on va retrouver l'or, on va retrouver des plombs de chasse, on va retrouver des grenades, des zircons. Et puis ensuite, on envoie ça dans une usine spécialisée, parce qu'on ne va pas créer une usine utilisant des solutions au mercure ou des choses au cyanure pour traiter l'or simplement pour quelques tonnes. Donc en France, il n'y en a plus, il faut envoyer ça en Norvège.
Bon, autrement dit, si vous voulez, l'investissement pour une réserve qui n'est pas énorme n'est pas rentable. Bon, moi, c'est ce que j'avais répondu à l'association Cézanne Gagnère il y a 10 ou 15 ans quand j'étais intervenu dessus. Je leur ai dit, l'or y est, mais d'après les chiffres que nous avons, en calculant l'investissement qu'il faut pour un gisement comme ça, ben moi, je préfère planter des choux. Surtout cette saison. À Molière, il y avait une laverie. Alors, il y a une laverie d'or sous le château de Montalet, effectivement. Il y a toujours les ruines. Oui, mais c'était quoi le rendement pour qu'ils aient Alors, construit? c'était un lavage de placers. C'est-à-dire qu'il y avait une accumulation un petit peu plus riche d'alluvions de la 16, et la laverie a été mise relativement à côté, avec des alluvions qui étaient déjà broyées. Il s'agissait d'exploiter les alluvions de la 16. Mais ça n'a pas tourné longtemps, elle a tourné 3 ans. Non. Bon, quant à la mine d'or de Gagnère, qui a donné son nom au gîte camping, elle avait été salée. C'est-à-dire qu'à l'origine, le puits avait été creusé comme puits de recherche pour le charbon. Et puis, ils ont trouvé un petit peu d'or. Bon, il fallait s'y attendre. Et ça a été vendu par quelqu'un de pas très honnête, qui a pris un fusil, qui a mis de la poudre noire, un peu de poudre d'or, pam, pam. Et puis après, regardez dans les parois, il y a de l'or partout. Oui. J'ai une anecdote à ce sujet justement, parce qu'on avait eu il y a quelque temps une visite. Monsieur Jacquemart de l'association Cézanne Gagnère avait fait visiter une ancienne galerie, pas très loin de la Gagnère. Il expliquait en fait que l'un des maires de Malbos, monsieur Garidel, avait travaillé dans les mines d'or à l'époque. Il nous montrait l'une des galeries où il avait travaillé. Alors, il y a 3 galeries qui ont été creusées réellement pour la recherche d'or. Et lui, à l'époque, il ne voulait pas des mines d'or, il était à peu près le seul dans le secteur, parce que d'autres avaient eu les yeux après qui s'illuminaient, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas d'or. On leur demandait à l'époque de faire des tirs de poudre d'or au fond de la galerie. Ils envoyaient ça aux analyses, mais au bout d'un moment, ils se rendaient compte en analysant que le filon ne durait pas, en fait, il y avait un problème. Et en fait, c'était pour recueillir l'argent des actionnaires. Oui, c'était des milliers de bidons. Ça s'appelle le salage. C'est une technique que les Américains ont pratiquée à grande échelle pour vendre des actions de toutes les mines d'or des montagnes rocheuses au 19e. Et donc, c'était de l'escroquerie. Cette histoire, c'est ni plus ni moins que de l'escroquerie. Et Voilà. à Méran, on avait une mine d'or, nous, en 1700 à peu près. Il y a eu une exploitation. Alors, c'est des exploitations d'alluvions. Sur Méran, il n'y a pas d'or filonien, il n'y a pas d'or dans la roche. On a trouvé dans la rivière, on en avait. Oui, dans la rivière. Alors, dans la 16, il y a eu du lavage. Toutes nos rivières de la région ont donné lieu à des lavages d'or. Il y avait beaucoup de mica et puis il y avait des trucs comme ce genre. Alors, là aussi, il faut faire attention. Ça peut être de l'or. Il y en a, dans la 16, il y en a un peu, dans la Gagnère, il y en a, donc dans la 16, il y en a. Un peu jaune, c'est des fois de la pyrite aussi. Oui, il y a aussi. Il y a aussi. Dans les écrits, par contre, ils disent que vous avez exploité ils avaient exploité un gisement à côté de Méran, juste à Méran. Oui, alors, il y a eu un lavage, un lavage de retour avant d'arriver à Méran, un petit peu en dessous de Méran. Entre Méran, pas du côté de Flers, du côté de Plozol. À côté de Plozol, oui. Alors là, il s'agit d'un paléoplacère quaternaire, c'est ce qu'on appelle une terrasse alluviale. C'est une époque où la 16 était un petit peu plus haute, et on a des alluvions anciennes qui sont 5 ou 6 ou 10 mètres au-dessus de la 16 actuelle, et ils exploitaient ces remblais anciens qui contenaient un peu d'or. Alors l'intérêt, c'est que bon, les teneurs que l'on a eues sur l'exploitation totale, ça variait entre 2,5 g et 4 g à la tonne. Donc, mais comme c'était déjà du pré-exploité, c'est du tout venant, c'est des alluvions qu'il n'y a qu'à ramasser, c'est beaucoup moins cher que s'il faut faire des trous dans la roche et pétarder. Oui, il ne faut pas oublier ce côté-là. Là, l'or, il est déjà dégagé, on enlève tout ce qui est cailloux, on fait le lavage et on récupère l'or qui reste. Donc, on a toute l'opération d'extraction comme cassage en moins. Donc, ce qui ne serait pas rentable comme teneur en roche est rentable dans l'alluvion. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques années, c'est tout. Et puis c'est à côté de Plozol qui s'est exploité. les Gaulois étaient passés aussi. Alors, les Gaulois, on le cherche depuis longtemps aussi. Alors, les exploitations gauloises, moi, enfin, ici, donc sur Coury, il n'y en a pas, les roches ne se prêtent pas. Mais derrière, en montant au-delà de Bessèges, c'est pas impossible qu'il y en ait. Les plus proches que je connaisse,
c'est sur Chamborigo. Ah, donc, des traces d'exploitation aurifère, dans les Cévennes, il y en a, antiques, mais bon, les Gaulois, ils avaient du temps, quoi. Et alors, vous posez des questions pour l'argent. L'argent, il est à l'état de métal dissous dans la galène, c'est-à-dire le sulfure de plomb. Donc, ce sont les mines de galène qui contiennent, selon les cas, une quantité d'argent qui peut être beaucoup plus importante, puisque ça peut aller jusqu'à 200 grammes à la tonne dans certains cas. Alors, ça dépend des filons. La galène se présente sous forme de filons, et dans ces filons, on traite la galène, on élimine le plomb, et on récupère l'argent. Alors, pour éliminer le plomb, la technique classique, on le fait fondre. La galène, ça se traite facilement. Le plomb, c'est facile à faire fondre, beaucoup plus que l'or. Et puis, on oxyde, c'est-à-dire qu'on a un four, ce qu'on appelle de coupellation, dans lequel le plomb est chauffé à blanc. On le remue comme dans le pudelage du fer, et en surface, il se forme de l'oxyde de carbonate de plomb, de la céruse, qu'on enlève au fur et à mesure. Et à force, on arrive à enlever complètement le plomb, et il ne reste que l'argent au fond. Voilà. Donc c'est la technique qui était utilisée à Vialas. Oui, à Vialas. L'éclairac, qu'est-ce qu'il y a comme mine? Alors, en théorie, ça marche très bien pour l'or, mais on n'a pas, à ma connaissance, de plomb aurifère ici. C'est une technique qui est possible pour l'or, effectivement. C'est même une technique qui peut être utilisée pour d'autres occurrences d'argent ou d'or, quand ils sont dissous dans autre chose. Par exemple, ça a été utilisé dans l'Aude, dans le secteur de Salsigne ou dans les Corbières, où l'on avait des antimonures, des cuivres-antimonures qui contenaient de l'argent. À ce moment-là, on les faisait réagir sur le plomb pour traiter ensuite au plomb. Et à Clérac, c'est quoi que Alors à Clérac, il y avait essentiellement du zinc. Du zinc? Oui. C'était ce qu'on appelait de la calamine, c'est-à-dire de la smithsonite, du carbonate de zinc. Donc à droite de la route, dans le Clérac. Là, il y a des petites galeries, il y a des exploitations essentiellement du zinc. Alors, le zinc et le plomb, ça va très souvent ensemble. Donc il est très probable qu'il y ait eu un peu de plomb. Par contre, quand on a du plomb associé au zinc, il est rarement argentifère. Parce que vous savez, un filon, je vous disais tout à l'heure qu'un filon, c'était une source thermale fossile. Mais c'est également une distillerie fossile. Et j'avais vu les distilleries fossiles. Bon, pourquoi? Parce que vous avez en profondeur de l'eau qui descend. Cette eau, à 5000 mètres de profondeur, elle va être à 500 bars et 300 degrés. Dans ces conditions-là, elle va dissoudre des tas de choses qu'elle est absolument incapable de dissoudre dans les conditions normales. Et donc elle descend d'un côté, et puis de l'autre côté, en général, vous avez une asymétrie thermique dans les isothermes de profondeur, parce qu'il y a un magma, par exemple, granitique ou volcanique d'un côté, donc l'eau descend à chaud, elle remonte de l'autre côté plus froid, une fois chauffée, et en remontant, elle a dissous de la silice, elle a dissous du barium, elle a dissous du fer, elle a dissous du plomb, etc. Elle remonte, et au fur et à mesure que la pression et la température vont diminuer pendant la remontée, elle va entartrer son conduit. Et un filon, c'est l'entartrage du conduit de remontée. Voilà, tout simplement, je schématise. Mais donc, vous avez une succession qui est parfaitement connue en fonction de ce qui a été dissous en dessous, les températures de dépôt, les zones de dépôt de chaque métal, de chaque minerai, sont tout à fait connues. Pour un professionnel, pour un métallogéniste, vous avez telle association, vous étiez à telle profondeur et telle température. Voilà. Et ça, on a des tables, je ne les ai pas dans la tête, bien entendu, mais par exemple, les filons de type Vialas sont des filons qu'en géologie, nous appelons BGPC, blende de galène, pyrite et calcopyrite. Un blende, c'est le sulfure de zinc. C'est celui que l'on trouve près de le plus haut, c'est le dernier à se déposer dans les métalliques. En dessous, dans la galène, puis on a la pyrite, le sulfure de fer, et la calcopyrite, le sulfure de fer et de cuivre. Donc, si on a du zinc près de la surface, on a des chances d'avoir du plomb 200 mètres ou 300 mètres plus bas. Voilà. Vous avez des choses comme ça. Donc, mais ça c'est le travail des ingénieurs des mines dans ce domaine-là.
Et donc, alors, ça c'est vrai quand on a affaire à un filon. Aclérac, ce n'est pas du filonien, c'est du remplissage karstique. C'est autre chose. Merci. Voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est autre chose.